chers étudiants, alors mon intervention s'inscrit dans le cadre de la filière études françaises avec un module qui est programmé pour les étudiants de S4, Histoire des idées du XXe siècle, Histoire des idées et de l'art du XXe siècle. Donc, pour vous donner on va dire une feuille de route relativement aux grands axes de mon intervention, je vais commencer par vous donner un élément majeur qui, à mes yeux, constitue un fondamental de ce module, à savoir la sécularisation. Et vous allez voir qu'à partir de cet élément, je vais faire décliner tous les autres éléments sur lesquels je vais intervenir, que je vais expliquer au fur et à mesure. Et pour bien comprendre le présent, sans aucun doute, nous avons besoin aussi de revenir un peu en arrière. Donc je vais faire un petit retour par rapport à deux éléments majeurs, parce qu'à mes yeux, la sécularisation s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle, relativement surtout au XXe siècle, ce qu'on appelle le monde ouvert. Donc le monde ouvert et versus, naturellement, pour bien comprendre cette notion de monde ouvert, je suis obligé naturellement de vous expliquer par rapport à quoi on parle désormais, à partir surtout du XXe siècle, de monde ouvert. Donc, parce qu'on a la notion de monde clos. Alors, à partir de ces deux éléments, vous allez constater que les choses vont commencer à s'éclaircir plus ou moins, on va dire. Alors, quand je parle de monde clos, je vais l'associer automatiquement à la religion. Ça veut dire quoi, la religion? Ça veut dire une lecture particulière du monde, que nous avons du monde, de l'univers. Et quand je vais parler de religion, je vais l'associer naturellement à la sécularisation. Alors, monde clos, je vais énoncer un élément majeur qui va nous permettre de comprendre du coup cette histoire de monde ouvert. C'est la révolution copernicienne. Alors, et à partir de la révolution copernicienne, vous allez constater que je vais essayer de démontrer comment est-ce qu'elle avait joué un rôle majeur dans la compréhension de ce qui va se passer après. Quand je parle de révolution copernicienne, naturellement, c'est par rapport à la notion de l'héliocentrisme. Vous savez très bien que la notion de géocentrisme avait particulièrement dominé. Donc c'est une lecture aristotélicienne, c'est la lecture de Ptolémée du monde, donc un monde fermé sur lui-même, pour lequel on n'a pas besoin après, ça, je passe à la dimension religieuse, pour lequel on n'aurait même pas besoin d'aller chercher des explications pour plein de questions qu'on peut se poser. Et donc les religieux, jusqu'à l'intervention de cette révolution copernicienne, considéraient que l'univers, elle est fermée sur lui-même, la Terre est au centre du monde, et donc la lecture religieuse constitue ce qu'on appelle le récit du monde. Donc ce qu'on appellera le récit des origines. Qu'est-ce qu'on entend par le récit des origines? Ça veut dire la naissance du monde, on sait d'où ça vient, on sait où ça va, on connaît les grands éléments de l'univers parce que le texte religieux, naturellement, se charge de nous donner les explications. Et donc, ce récit des origines, l'Église, parce qu'on parle de culture occidentale naturellement, l'Église constitue son schéma social, constitue les éléments de réponse pour la population, pour tous les croyants, et donc la culture chrétienne
est fondamentalement basé sur ce récit jusqu'à l'intervention donc de cette révolution copernicienne. Et cette révolution va bouleverser la vision qu'on a du monde. Je fais référence ici, pas uniquement à Copernic, mais je fais également référence à Galilée. Et cette dimension de révolution copernicienne va faire intervenir le rôle de la science. Donc les sciences vont commencer à prendre de l'emprise sur, on va dire, l'explication du monde. Et quand je dis les sciences, je fais intervenir un élément majeur également, c'est la raison. Qu'est-ce que je veux dire par la raison? Comment je veux m'y prendre pour évoquer ce point à travers ces éléments? La raison, ça signifie tout simplement que toutes les choses de la vie devraient être, on va dire, émancipées de ce qui constituait auparavant les explications qui sont données à l'intérieur de ce monde clos, à savoir le surnaturel. Donc la dimension surnaturelle va commencer à disparaître des schémas de pensée. Bien sûr, la communauté scientifique va porter ce projet, et à partir de la Renaissance, à partir de ce qui va se passer pendant le siècle des Lumières, et vous connaissez le fameux texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières? Les Lumières, c'est justement l'émancipation de la tutelle. Mais on parle ici de quelle tutelle? La tutelle religieuse, la tutelle de l'appareil religieux qui se proposait, à partir des textes sacrés naturellement, de dire au monde, de dire aux humains, à monsieur tout le monde, non pas uniquement comment aller, et là je prends une phrase qui est très connue, non pas comment aller au ciel, mais également comment est le ciel. À partir de là, la science va se charger de nous dire comment est le ciel, et la religion va se charger de nous dire comment aller au ciel. Donc il y a une espèce de répartition des tâches désormais. Donc cette révolution copernicienne est majeure, et vous imaginez bien que tout ça va nous permettre de voir comment la sécularisation, à partir justement de ces moments-là, à partir de la Renaissance, à partir des humanistes, qui vont redonner toute sa place à l'homme dans l'univers, alors que Dieu, ça veut dire la religion, était au centre du monde. Et là, commence à intervenir la place la place et le rôle du corps, finalement. Comment on va réhabiliter? Parce qu'en réhabilitant l'homme, finalement, ce qu'on va réhabiliter, c'est le corps, la jouissance, la vie, tout simplement, alors qu'avant, ce qui comptait le plus, c'était la rédemption, comment gagner le pardon de Dieu à travers le péché originel, toute l'histoire que vous connaissez relativement à ça. Donc, cette révolution copernicienne va bouleverser ces schémas, arrivent donc les humanistes, comme je le disais, puis les philosophes des Lumières. Et là, vous allez voir comment cette sécularisation va nous permettre d'arriver sur un autre point majeur de ce module, à savoir les intellectuels. Deuxième notion très importante dans votre module, c'est la place de ces professionnels de la pensée, de ces savants, de ce qu'on appelle également l'intelligentsia, ou ce qu'on va choisir d'appeler également, parce que c'est un mot qui revient très souvent, les clercs. Quel est le rôle qu'ils vont jouer dans la cité? Et vous remarquerez bien qu'à travers tous ces bouleversements, les clercs au sens païen du terme, si j'ose dire, ces intellectuels, ces savants, ces philosophes vont commencer progressivement à prendre la place des ecclésiastiques, qui avaient cette emprise. Les théologiens, les ecclésiastiques avaient l'emprise autant des éléments de savoir que des éléments de la vie ordinaire. Donc, une dichotomie est en train de se constituer et chacun va s'occuper de ce qu'il sait faire le mieux. Et donc, quand les philosophes des Lumières vont mettre en avant, surtout les philosophes des Lumières,
la place de la raison, la place de la science, la place de la distance, de l'esprit critique. Vous connaissez tous les travaux de Voltaire par rapport à ça et le rôle leader qu'il avait joué dans ce sens, avec la notion majeure aussi qu'il avait introduite, qui est celle de la tolérance par rapport à ce qu'il y avait avant. La tolérance est une notion majeure. Ça signifie quoi, tout simplement? Ça signifie que j'ai le droit d'accepter l'autre, mais implicitement, ça signifie également que j'ai le droit de faire des choix personnels, parce que la liberté de confession n'allait pas de soi. Donc, tous ces mouvements intellectuels vont permettre finalement à cette sphère occidentale, et c'est le point crucial qu'il faut retenir à mon sens, de s'émanciper tout simplement de l'emprise religieuse. Naturellement, quand je parle de l'emprise religieuse, je parle de l'institution. Et quand on dit l'institution ici, je pense à l'Église. Donc cette émancipation va permettre l'émergence d'une nouvelle ère qui va nous sortir de ce monde clos, qui était basé sur une lecture confinée, dans des représentations qui faisaient appel au surnaturel, et on va entrer dans un univers, dans un monde qui est ouvert. Donc, à partir de ces points, je vais aborder de façon frontale maintenant cette notion de sécularisation, comment il a été développé, comment il a été vécu, comment il va se transformer dans certains pays en notion de laïcité. Je vous parlais de surnaturel. Je vais vous donner un autre mot qui a été développé par Max Weber, c'est la notion de désenchantement. Alors, la notion de désenchantement, je vais l'associer à un autre mot qu'il avait proposé lui-même, c'est celle de démagification. Vous allez voir que j'insiste beaucoup sur ces éléments, parce qu'encore une fois, ils vont nous introduire vers une autre notion fondamentale pendant le XXe siècle, à savoir l'individualisme. Quand je disais que Voltaire faisait la promotion de la tolérance, de la différence dans la pensée, dans la conception du monde, avec sa fameuse affaire Calas, c'est pour introduire chez les citoyens un esprit critique. Et l'esprit critique, ça signifie quoi, tout simplement? Ça signifie la capacité à prendre de la distance et même à combattre ce qu'il avait lui-même combattu de façon très énergique, les préjugés. Et quand on parle de tout ça, je vais revenir à ces deux notions, mais je vais les mettre dans un contexte quand même philosophique et historique. On est obligé de penser par la même occasion à Descartes et son cogito, qui introduit la notion de doute, alors que vous savez très bien que quand on est dans un monde clos, on est dans la dimension de la vérité absolue. Donc, quand on est dans l'absolu, l'absolu, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, dans le cadre de la pensée universelle, des choses qui ne sauraient et qu'on ne peut pas mettre en doute. Alors, une fois la révolution copernicienne est passée par là, le cogito de Descartes, tout d'un coup, a tout son sens. Parce que quand vous apportez un démenti rationnel et scientifique à cette idée qui avait triomphé pendant des siècles, celle du géocentrisme, ça veut dire tout simplement que tout ce qui se disait avant par rapport à ces vérités absolues, on a le droit légitimement de les mettre
en doute. Parce que le cogito, finalement, c'est ça. Ça veut dire, si on se trompe une seule fois, on a toutes les chances du monde de se tromper toutes les autres fois. Et donc, finalement, l'approche saine, rationnelle, serait de mettre en doute, faire table rase, comme le disait Descartes, et recommencer à zéro. Et vous imaginez bien que sa phrase, je pense donc que j'existe, privilégie d'abord la pensée et non plus l'émotion. Donc cette pensée, cette rationalité va privilégier l'approche, on va dire, singulière. Une approche singulière va nous conduire, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, à une pensée de l'individu. Et on va revenir plus tard sur la notion du sacré qui était projetée ici dans la vérité absolue par rapport à tout ce qui relève du divin. Et vous allez voir comment le sacré va porter sur le droit individuel. Parce que finalement, quand on parle de sécularisation, c'est un processus de désacralisation également. Et quand je dis le désenchantement, vous savez que dans ce mot, vous avez l'enchantement, qui est une référence, encore une fois, au surnaturel et au divin. C'est pourquoi Max Weber avait introduit cet autre mot qui est démagification. Vous enlevez le préfixe et ça vous donne la magification du monde, l'enchantement du monde. C'est comme si on allait entrer dans une ère où il serait pratiquement impossible, enfin impossible façon de dire, de recourir à d'autres explications autres que des explications qui sont rationnelles. Finalement, ce moment de l'histoire de l'humain va permettre de, on va dire, d'avoir des éclaircissements majeurs sur la consommation de la vie, tout simplement. Et quand je dis la consommation de la vie, ça veut dire des éléments qui relèvent uniquement du terrestre. Et qu'on va petit à petit s'émanciper de ce qui est céleste, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire la disparition de la religion. Et là, je vous mets une équation pour comprendre assez simple. Plus de S égale moins de R. Plus de S égale moins de R, ça veut dire plus on a de sécularisation et moins on a de religieux, mais dans quel cadre? C'est dans le cadre social. Là, je vais utiliser la notion de champ. Ça veut dire que le champ social, comme on le disait tout à l'heure pour la pensée, va être émancipé lui aussi de l'emprise de l'Église, de l'institution religieuse, etc. Et quand on va avoir cette émancipation, on va entrer dans une nouvelle ère de la pensée, naturellement, qui est dictée déjà par des éléments qu'on va voir maintenant. Ça veut dire comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Si on en arrive à ça, c'est parce qu'il y a un facteur majeur qui est celui de l'industrialisation. Ça veut dire que le mode économique va se transformer radicalement. Et quand je vais parler d'industrialisation, je vais être obligé par la même occasion de revenir sur quelques éléments, encore une fois, du passé qui vont nous éclaircir davantage. Et là, je vais évoquer la dimension économique. Alors, l'économique. L'économique, il met au centre de ses préoccupations le corps, puisqu'on est dans la consommation. C'est-à-dire on va entrer dans une ère consumériste qui va s'imposer, naturellement, et qui va imposer son rythme. Je dis bien, elle va imposer son rythme à la vie. Et quand je parle de l'économique, je vais faire encore une fois un petit saut en arrière. Alors, si on prend l'organisation économique de l'humain, je ne vais pas dire depuis les origines, mais depuis vraiment le moment où les historiens de l'économie s'intéressent
de façon, on va dire, pointue et institutionnelle à ces facteurs, nous allons constater qu'il y avait d'abord le patriarcat. Le patriarcat qui est fondé naturellement sur la domination du patriarche, ça veut dire le père de famille, qui est le pilier du foyer et qui constitue la source économique de ce foyer. Et nous savons très bien qu'à l'intérieur de cette dimension patriarcale, nous avons aussi la légitimation d'une autorité. Et quand on regarde la domination de l'homme sur la femme, on peut naturellement constater que tout cela a quelques origines qui ont à la fois une dimension économique, mais également une dimension purement physique. Et là, je pense au moment de guerre, naturellement. Donc, le père qui apporte la sécurité économique et la sécurité physique, naturellement. Et le patriarcat va progressivement, dans le cadre toujours de cette dimension économique du fonctionnement social, va migrer vers un autre système, ce qu'on appelle l'esclavage, naturellement. Ça veut dire que la machine économique va se fonder sur une main-d'œuvre qu'on appellera les esclaves, et cette main-d'œuvre, naturellement, elle est une possession des personnes qui ont les moyens de production pour utiliser des concepts connus. Et le propriétaire des esclaves est également le propriétaire du produit de leur travail. Donc l'esclavage est un élément d'économie majeur. Cet esclavage va migrer lui aussi, va progressivement se transformer pour nous donner ce qu'on appelle la féodalité. La féodalité, naturellement, c'est un système aujourd'hui qu'on peut qualifier d'archaïque, mais qui est basé sur la domination d'une classe sociale particulière. Et là, vous pensez avec moi facilement au conflit qui va être le conflit, on va dire, autant intellectuel, ça veut dire une querelle purement intellectuelle dans l'approche même des choses de la vie, qui se rapporte à la domination, la notion de domination. Et comment la lecture marxiste qui est faite de l'histoire part de ces éléments que je suis en train de vous dresser pour évoquer la lutte, la notion de la lutte des classes. Donc la féodalité, un système économique qui va s'effondrer naturellement et qui va donner naissance à quoi? Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec tout ça. Il va donner naissance tout simplement à quelque chose qui aujourd'hui est un des piliers, sinon c'est le pilier majeur même du système économique, ce qu'on appelle le capitalisme. Et le capitalisme, il est fondé sur quoi? Il est fondé tout simplement sur l'initiative individuelle. Donc vous voyez comment le système intellectuel plus le système économique vont converger vers une nouvelle sacralisation qui est celle de l'effort de l'individu, de la place de l'individu, des capacités, de l'énergie de l'individu, de la personne, du jeu. La naissance du sujet en tant que tel, même dans le cadre intellectuel, nous savons très bien que dans notre culture, par exemple, nous avons encore un système extraordinairement communautaire. Ça ne veut pas dire que la négation du sujet est un facteur dominant, mais il se trouve que le sujet, l'expression personnelle, a encore du mal à émerger dans un système où le cadre familial, le cadre communautaire impose encore sa dictature à l'ensemble. Là, je rappelle le titre d'un de nos chers professeurs, Hassan Wahbi, qui avait développé
cette approche dans son dernier livre, La tyrannie du commun. Comment le commun, on va dire, impose encore son rythme à la société. Donc, tous ces éléments s'inscrivent dans le cadre d'une approche qui va nous montrer comment on va dériver tout simplement d'un cadre, encore une fois, justement, où la domination du religieux va progressivement, sur le plan autant intellectuel que sur le plan économique, grâce à cette notion grâce à ce système de sécularisation, comment les sociétés vont, on va dire, imposer un rythme à travers cette domination de l'économique. Et donc, le capitalisme, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le capitalisme, à travers l'industrialisation, va permettre l'émergence d'une société émancipée. Donc, le rythme économique impose ses lois. Alors, quand je dis le rythme économique impose ses lois, je vais prendre une image assez simple qui est développée. C'est que les cloches d'église sont remplacées par des horloges. Là, voilà ce qu'il faut retenir. Naturellement, c'est une image, mais qui résume parfaitement ce qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Quand je dis les cloches de l'église, ça veut dire un rythme particulier. Ça veut dire que la société vivait au rythme du rituel religieux, je le dis, je le répète. Maintenant, ce rituel religieux, il est remplacé par un rituel purement économique. Quand on prend un avion, quand on prend un train, tout ça est dicté par des impératifs qui n'ont plus, mais absolument plus rien à voir avec les impératifs religieux. Donc cette sécularisation qui permet toute cette émancipation, en se basant sur, naturellement, une dimension économique majeure, et là je prends une idée qui est largement développée par un sociologue américain, Peter Berger. C'est son idée. Naturellement, il va être plus ou moins approuvé par d'autres intellectuels, mais si vous regardez de bien près, vous constaterez de vous-même que c'est vrai que la dimension économique va prendre de l'emprise et finalement, quand on revient à l'individu, je parlais tout à l'heure de la jouissance corporelle, on comprend parfaitement comment ces choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Et je vous remercie.